C'est quoi les secrets de l'algorithme? Ah, c'est pas à dispo? Vas-y, raconte. Ah bah non, coupe alors. T'es payé combien par exemple ici, si tu peux donner une tranche? Je vais taper dans plus de par an. Bon, comme d'hab, j'ai une demi-heure d'avance, mais je suis bien au 770 Broadway pour visiter et pour la première fois les locaux d'Instagram, le siège d'Instagram, l'une des sociétés de Meta. Show me what you made of. You know what I came for. I see the real. You should let her at that cage more. Comment tu vas? Ouais, toi? Bien. Enchanté. Merci de me recevoir. Trop cool. Tout au long de cette visite chez Instagram, c'est Acer qui sponsorise cette vidéo pour que je vous présente leur nouvel ordinateur portable Acer Swift Go, disponible en 14 et 16 pouces. Il est équipé d'un écran OLED et vous verrez qu'il peut aussi embarquer un processeur Intel Core Ultra qui intègre une unité de calcul appelée NPU qui est dédiée aux tâches liées à l'intelligence artificielle. Je vous laisserai le lien du PC portable Acer Swift Go dans la description ainsi que le LinkedIn de Yann Grégoire qui nous accueille chez Instagram aujourd'hui. Bon, déjà pour comprendre, parce que ça va surprendre les gens, t'es français. Ouais, je suis français, je suis né en région parisienne et je suis arrivé à New York il y a 15 ans maintenant. À la base, je devais venir pour un stage de 6 mois et ça fait 15 ans que je suis là. C'est quoi ton parcours? J'étais pas très bon à l'école et en fait, j'ai trouvé l'informatique, quand c'est un truc que j'aimais bien, ça a bien fonctionné. Donc j'ai fait ça, je me retrouve à l'EPITA, tu vas à l'école pour être sur un ordinateur, ce qui pour moi était un truc de ouf. Donc école de 5 ans, faut faire 2 stages. Pour le stage de milieu d'études, il y avait quelqu'un qui travaillait à New York, qui connaissait EPITA, qui en gros voulait 4 stagiaires. Je candidate. Je l'ai pas. Avec 2 autres potes qui eux aussi n'ont pas eu le stage, on s'est débrouillé pour avoir un stage à Singapour. Donc je suis resté 1 an à Singapour, trop cool. Première fois que je vivais à l'étranger. Et aujourd'hui, c'est la 8e boîte dans laquelle t'es. C'est lunaire de se dire qu'à ton âge, t'as déjà fait 8 boîtes. Le modèle, je pense, d'aller dans une boîte et d'y rester 20 ans, même en France, je pense que ça se fait moins. Pour mon 2e stage, j'ai eu le stage cette fois, donc je suis venu à New York. Et je te la fais courte, mais en gros, mon salaire était pas ouf. Par rapport au reste du marché, c'était un peu en dessous. Il y en a beaucoup qui me disent ne pense pas, et toi tu es encore jeune, tu vois, et ils me disent ne pense pas au salaire, pense à apprendre avec des gens qui ont fait ce que tu fais avant toi, blablabla. Dans ma carrière, j'ai changé de job pour un truc qui était moins bien payé. Soit parce que j'apprenais plus directement, la technologie était différente, le nom de la boîte était super bien et ça allait m'ouvrir d'autres portes. Je suis allé au New York Times, j'étais moins bien payé que mon job d'avant. Et donc en fait, tout ça pour dire que c'est à l'appréciation de chacun. Et bien sûr, il y a des limites. Si tu es sous-payé, tu peux te poser des questions. Ça dépend de ce que tu veux dans ta vie, etc. Donc là, on est au 15e étage. Il est 9h45, donc il y a le petit déjeuner qui est servi le matin, le déjeuner et le dîner. Si tu restes après 6 heures. Attends, non, mais ça veut dire que là, tu es employé ici, tu n'as pas besoin de payer ta bouffe le matin, le midi, le soir. Je pense, sans déconner, c'est une économie de 80-100 $ par jour, quoi. Ouais, un truc le comme matin, ouais. Midi et soir. Vous êtes combien d'employés ici? Non, ça se compte en milliers. J'ai l'impression, tu sais, d'être dans la chambre du grand JD. Si on t'avait dit quand tu étais étudiant, tu arriveras dans une boîte et tu auras ça. Et c'est ça que moi j'aime bien dans la mentalité américaine, c'est qu'on fait vachement confiance aux employés. C'est-à-dire qu'on met tout ça parce qu'on sait que ça va pas se faire abuser. Chez Dailymotion un petit peu, il y a moins ce côté, on te donne des responsabilités et on te fait confiance. Aujourd'hui, c'est quoi ton taf chez Meta et chez Instagram? Je dirige les équipes d'ingénieurs dans le pôle Trust and Privacy. Mais en gros, le but de nos équipes, c'est de faire en sorte qu'Instagram soit l'endroit le plus sûr possible. Donc en fait, on va détecter les contenus qui sont soit illégaux, soit qui vont à l'encontre de nos conditions d'utilisation, la nudité ou la pornographie, la violence, etc. Un focus en particulier sur les plus jeunes parce que les dangers sont un peu différents. Si quelqu'un insulte quelqu'un dans les commentaires en DM, on peut faire plusieurs choses, cacher le message ou l'effacer. Ce qui marche le mieux, c'est d'expliquer aux gens, en fait, très souvent, ça n'a pas l'air d'être très cool ce que vous avez dit, est-ce que vous êtes sûr de vouloir le dire sur ce ton-là? Moi, j'ai un gros problème sur la chaîne YouTube, c'est tu publies une vidéo et tu as des bots qui arrivent directement dans les commentaires. Comment est-ce que dans ton métier, tu pourrais contrer ça? Beaucoup utilisent l'intelligence artificielle pour en fait détecter la probabilité qu'un compte soit vrai ou pas. C'est des probas. On utilise ce qu'on appelle des signaux qu'on met dans ce qu'on appelle un modèle d'intelligence artificielle. Dans l'intelligence artificielle, tu as le machine learning, deep learning est une partie de ça. Tu as Generative AI qui est ce dont on parle beaucoup en ce moment, où tu as les ordinateurs qui te font des phrases ou qui te génèrent des images. Je sais pas si tu as vu. Celui de Meta est très puissant. Il y en a qui le font avec la musique maintenant. Tu peux dire écris-moi une chanson de rap sur un YouTuber qui interviewe un Français à New York. On a sorti des playlists de Lo-Fi Mix avec les meilleures citations d'entrepreneurs qu'on rencontre et tout ça. Toute la musique, c'est une intelligence artificielle. Moi, en tant qu'ingénieur, je trouve ça
hallucinant en fait quand tu comprends la manière dont ça fonctionne. Encore une fois, c'est basé sur les maths qu'on apprenait nous, genre un peu au lycée et au début, les 2 premières années d'école. On le faisait parce qu'on devait le faire et on devait avoir des bonnes notes. Ouais. Et on se demandait, mais à quoi ça sert? On l'utilisera jamais. Tout est basé sur des opérations, des fonctions et ça te sort des chansons de Move rap. too bossy, we don't tread softly, but not flossy, the streets didn't taught me, but we too Ça me bossy. fait vraiment halluciner, hein. Le stand de glace. Et t'as les smoothies aussi, je voyais. Je peux en commander un? Ouais, vas-y, tu vas. Oh, a celery for me, please. Thank you. Thank you. Thank you, I'm good, thank you. Thank you so much. Second grade, man, I swear my time is coming, 'cause Dans ma carrière, j'ai fait des plus petites boîtes. D'accord. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est de diriger toute la boîte, de faire la stratégie, le côté business. Et après, je suis en charge de l'exécution et de l'implémentation. Dans une grosse boîte comme ça, où il y a des dizaines de milliers de personnes, j'ai pas assez d'expérience pour le faire. Il y a cette team Trust and Privacy qui essaye de rendre cet endroit meilleur. Moi, ça m'intéressait d'y contribuer. Et en plus, d'un point de vue technique, le nombre de messages, de posts, de tout par minute, c'est fou. Ce qui fait que la technologie derrière, elle est hallucinante. Tu apprends de tous tes collègues, c'est super intéressant. Donc, en fait, c'est ce côté-là en fait, qui m'a attiré. Ouais, donc en fait, le côté manager, ça ne veut pas forcément dire donneur d'ordre. À mon avis, ça, c'est une grosse différence entre la France et les États-Unis. On va te donner un objectif, on va discuter pour être sûr qu'il est réalisable. On te laisse faire, mais on est là pour t'aider. Moi, quand j'étais plus jeune dans ma carrière, j'avais jamais managé des gens, j'avais jamais été VP. Mais en fait, la mentalité, c'est vraiment, il y a des bons signaux, cette personne, on a l'impression qu'elle sait ce qu'elle fait. On va lui donner cet objectif, on va être là pour la soutenir. Et du coup, si tu te débrouilles et que ça marche bien, ça t'ouvre des portes vachement plus rapidement qu'en France, où je pense qu'il y a moins de ce côté autonomie. On va se poser, parce que j'ai le sujet un peu croustillant quand même. Je suis Instagrammeur, donc je veux te poser des questions sur tes meilleurs conseils en tant que toi aussi Instagrammeur professionnel. Il a un compte en bloqué, en privé. Et en fait, moi, j'envoie des messages, je partage des posts Ouais, ok. avec mes amis, mais en DM. Alors moi, c'est ce qu'on appelle dans mon couple les débriefs. Ça veut dire qu'on s'est envoyé plein de mèmes, plein de vidéos de merde rigolotes. Une fois par semaine, on passe une demi-heure, 1 heure à scroller ensemble, en couple, pour faire le débrief de la semaine des trucs à la con qui nous font rire mutuellement. C'est ça que je trouve génial, c'est que je savais pas que ça existait. Et l'un des trucs qu'on fait très souvent, et c'est plus nos partenaires produits, etc., qui parlent soit à des créateurs, soit à des utilisateurs de toutes les tranches d'âge pour leur demander qu'est-ce que vous faites sur Instagram. Et en fait, on trouve des trucs, des utilisations auxquelles on n'avait pas vraiment pensé. I got floaters in my eyeball, coasters by the shot glass, smoking let my mind fall, plenty roaches, no ass, stepping on no Une critters. grosse just différence là de going salaire through my spine. avec la France si tu devais faire le même job en France? Ouais. Pour le coup, ouais. Meta, il paye le top of market. Généralement, il y a 3 composants de salaire aux États-Unis. Le salaire de base, donc ce que tu vas avoir tous les mois. Un bonus, un pourcentage de ce que tu as, qui est payé 1 fois par an en fonction des performances de la boîte, de tes performances, etc. Et très souvent dans la tech, des actions dans la boîte dans laquelle tu travailles. Toi, de ce que tu as vu, du coup, c'est quoi l'écart? T'es payé combien, par exemple, ici, si tu peux donner une tranche? Pour le salaire de base, pour mon niveau, entre 200 et 300 000 par an. C'est trop cool. Et moi, je dis bravo pour avoir un salaire fixe à 200-300 000 par an, c'est super. Par contre, ce que j'ai envie aussi d'expliquer, parce que je le vis à ma petite échelle ici, c'est que le coût de la vie n'est pas du tout le même. Ouais. Une assurance, le médecin, le dentiste, tout ça, ça coûte pas du tout le même prix, quoi. Ouais, alors c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle de salaire, je préface toujours la chose, hein, je ne vais pas me plaindre, on a beaucoup de chance, il y a des gens qui ont beaucoup moins d'argent, mais il y a plusieurs choses. Le coût de la vie est extrêmement élevé. J'ai 2 enfants, la crèche, c'est plus de 2000 balles par mois, par exemple. Une crèche? Ouais. Une école où ils peuvent parler français, je crois que c'est dans les 40 000 balles par an ou un truc comme ça. Mais ça reste quand même plus confortable avec un salaire ici qu'en France. Ça, c'est sûr. Ok. Clairement. Ok, clairement. d'accord. Il y en a qui s'en cachent, tu sais, qui disent oui, mais non, en fait, c'est la même chose et tout ça. Non, tu mets plus d'argent de côté en étant ici. Exactement. Tu as un niveau de vie plus cool que si tu étais en France. C'est ça. Ici, quand tu signes un contrat de travail, tu peux l'arrêter ou ton employeur peut l'arrêter comme ça. Nah, don't try it. You can't feed me lies, won't buy it. Question everything, told them, nah, don't try it. Yeah, but you're moving like some sidekick. T'as beau être au taf, s'il te manque un câble ou autre, il y a tout ici. C'est pas gratuit, par contre, tu payes. Si c'est gratuit, C'est gratuit? bah, c'est pour le travail. Après, il faut l'utiliser dans le cadre du travail. Incroyable. Oui, bon, en même temps, l'objectif, c'est que tu aies envie de venir bosser, quoi. Donc, Et c'est que tu as vu, tu peux avoir un iPhone aussi, le dernier iPhone, parce qu'il faut voir qu'Instagram fonctionne bien sur le dernier iPhone et sur les vieux iPhones. Donc en fait, c'est pour être le plus productif possible. C'est trop stylé. Tu vas être magnifique là-dedans. Ça, pour le coup, Oh, comme t'es beau. très, très Instagram. Incroyable. ça, Show pour me le what coup. you made of. You know what I Je came peux pas m'empêcher de vouloir te poser la question de c'est quoi les secrets de l'algorithme? Est-ce qu'il faut vraiment regarder toutes les stats qu'Instagram te propose? Tu vois, j'ai entendu aussi une fois une rumeur
comme quoi les photos selfie, ça marchait mieux que les photos plein pied qui étaient prises par une personne. À la fin, Instagram, leur business, c'est de te faire rester plus longtemps sur la plateforme. Donc il y a quand même des trucs qui sont censés mieux fonctionner que d'autres. J'ai entendu plein de théories, ce que tu m'as dit, le selfie, machin. Parfois, on entend des trucs sur le shadow banning. Ils avaient un certain nombre de vues. Ouais. Et en fait, le nombre de vues qu'ils ont eu, du jour au lendemain a chuté et avait des théories comme quoi ils étaient bannis secrètement, machin. À la base, ça va pas faire plaisir aux gens, mais il y a énormément de contenu sur Instagram, il y a énormément de compétition et en fait, le seul moyen d'avoir des vues, c'est de faire du bon contenu qui parle à ton audience, etc. Honnêtement, il n'y a pas de secret, tu vois. Pourquoi ce changement, par contre, entre les posts Insta et les Reels? Parce que pour le coup, c'est factuel. Moi, j'en suis l'exemple. Il y a de ça quelques années, je faisais le même post Instagram en photo. J'avais beaucoup plus de likes et de vues qu'aujourd'hui. C'est beaucoup le comportement des gens. Les utilisateurs de réseaux sociaux en ce moment regardent plus de vidéos. Moi-même, par exemple, je passe plus de temps à regarder des vidéos. On suit le comportement utilisateur plus qu'on essaie de le façonner. De toute façon, Instagram ne gagnera jamais. Les utilisateurs vont regarder de la photo, vous serez obligé de mettre en avant de la photo, en fait. C'est simple, on essaye de faire en sorte que les gens aient du contenu qu'ils veulent voir. Il y a aussi ce côté de faire passer le plus longtemps possible sur la plateforme. C'est pas exactement ça, parce que dans ce côté-là, tu as le côté un peu péjoratif. On va leur faire passer des heures et des heures au détriment de leur santé mentale. L'une de mes équipes, par exemple, dans le Trust and Safety, on envoie des notifications quand tu passes un peu trop de temps sur Instagram pour te demander si tu veux faire une pause ou déconnecter. On peut pas quand même nier que plus les gens restent sur Instagram, plus ça profite au business de Facebook. Que pour ceux qui connaissent pas, c'est plus tu passes du temps sur la plateforme, plus tu es susceptible de voir des pubs que des sociétés payent à Instagram pour être affichées. Donc c'est ça l'intérêt. En fait. Ouais, bien sûr. Sur du court terme, si tu maximises le temps que certaines personnes vont passer sur l'app, tu vas te faire plus d'argent. En revanche, si tu protèges pas les utilisateurs, les jeunes, les enfants comme il faut, je pense que du coup ça te profite pas à la fin. Je pense que sur le long terme, c'est pas dans l'intérêt de ces boîtes de maximiser sans réfléchir au bien-être de leurs utilisateurs. Et comment t'analyses toi dans tes équipes, genre pour comprendre aussi l'algo là-dessus? Je me prends en selfie devant une voiture. Au départ, on peut se dire il y a deux éléments dans la photo. Il y a l'humain, il y a la voiture. Est-ce que par exemple, si une personne ne like pas, ne commente pas la photo, mais qu'elle zoome sur la voiture pour mieux voir la voiture, est-ce qu'Instagram le sait quand même? Est-ce que ça va jusqu'où? On a un site où on explique en gros ce qu'il faut faire pour avoir du succès. L'un des gros composants, c'est des gens qui likent ton post, des gens qui commentent ton post. Enfin, c'est un peu listé. Il n'y a pas de secret de je zoome sur la voiture, du coup Instagram voit que tu zoomes sur la voiture. Non, c'est je vois un post de Romain. Il est probable que j'aimerais un autre post de Romain. Il y a plein de paramètres en fait. L'IA aujourd'hui est partout et cela demande de la puissance de calcul. Le nouvel ordinateur portable Acer Swift Go propose le processeur Intel Core i7 jusqu'au Intel Core Ultra 9 avec la fonctionnalité AI Boost. C'est le nom donné à l'unité de calcul appelée NPU pour Neural Processing Units. C'est une unité de traitement conçue pour exécuter des tâches liées à l'intelligence artificielle. Le processeur sera beaucoup plus efficace et en plus il est complètement déchargé des tâches de calcul d'intelligence artificielle. Au quotidien, que ça soit sur nos logiciels créatifs comme Adobe Photoshop, Premiere Pro et des assistants comme Copilot dans Windows, le PC Acer Swift Go pourra les gérer sans effort tout en travaillant sur nos tâches habituelles. Ça permet d'autres fonctionnalités comme la webcam du PC qui pourra gérer automatiquement le flou d'arrière-plan, le cadrage automatique et la correction du regard. Du côté audio aussi, le processeur a un rôle en éliminant les bruits de fond indésirables pour filtrer le son qu'on entend. Le tout piloté depuis un écran OLED dans un châssis en aluminium fin, léger et extensible à 180 degrés. Vous avez plus d'infos et le prix de cet Acer Swift Go dans la description. En mode grand prince quand même, je suis au siège d'Instagram à New York. J'ai de la chance que tu me reçois et tu m'invites à déjeuner en plus. C'est pas moi, c'est Monsieur Zuckerberg. Mais ouais. Merci Marc. Là, t'as un bar à salade. Ouais. Là, tu vas kiffer. T'as Regarde là-bas, t'as une station où quelqu'un te coupe de la viande. Et oh là là. La viande qu'on te coupe. Ah, mais t'es vraiment au Club Med. Et ça, c'est tous les jours? Ouais. C'est dingue. Tiens, j'ai toujours rêvé de te poser cette question. Quand il y a vraiment, genre, tous les réseaux de Facebook qui plantent, Instagram, Meta et tout, tu sais, t'as tous les tweets qui arrivent en mode « Ah, ça y est, c'est mort et tout ». Qui est-ce qui reçoit, genre, la bombe, l'alerte? Alors, dans tous les systèmes du monde, il y a toujours des systèmes qui tombent. Si on a de la chance, le public ne le voit pas. Et parfois, c'est un système qui est devant les utilisateurs et du coup, ça se voit. On a plein de moniteurs qui regardent si les serveurs sont toujours
toujours debout, etc. Quand il y a un serveur qui n'est pas debout, il y a toujours une équipe qui reçoit une alerte. Et quand on a quelque chose aussi tellement gros que c'est dans les journaux, je peux te dire que ça fait 1 heure que tout le monde chez Facebook, déjà en interne, a probablement reçu une alerte et qu'on est déjà en train d'essayer de comprendre quel est le problème. Est-ce que ce côté-là, justement, là on se balade depuis tout à l'heure, tout est fait pour que tu restes dans les locaux. Et elle est où la frontière entre vie perso, vie pro aux US pour toi? J'ai l'impression qu'en France, quand c'est les vacances par exemple, il n'y a rien qui se passe. Genre tu vas en France en août, tu rentres chez toi le soir, tu es rentré chez toi le soir. Aux États-Unis, on essaye de faire ça, mais la ligne est un peu plus floue. Enfin, simple, c'est utilisé par tout le monde autour de la planète. On ne peut pas dire « Ah, désolé, Yann, il est en train de parler à Romain. On ne peut pas fixer le problème. Attendez 1 heure, s'il vous plaît. » Donc il y a des gens qui bossent de nuit, par exemple? Les moniteurs dont je t'ai parlé, quand ils détectent qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose de rouge qui se détecte, il y a une personne, celle qui n'a pas de chance. Son rôle, c'est de comprendre et fixer le problème. Comme à chaque fois qu'il y a un problème, on comprend ce qui s'est passé. Au lieu de blâmer la personne, on fait ce qu'on appelle un post-mortem. Donc on essaye de comprendre le problème et de développer un système pour que automatiquement ce problème n'arrive plus dans le futur. Donc en fait, plus tu avances dans le temps, plus tu automatises ces détections de problèmes, plus tu fixes des bugs et en fait, moins il y a de bugs. Oui, il y a toujours quelqu'un qui est on call pour au cas où il y a un problème, mais cette personne est très rarement, en fait, elle reçoit très rarement un coup de fil à 3 heures du matin. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est possible. Donc, c'est possible. On en a parlé rapidement, mais comment tu pourrais expliquer vraiment à un enfant c'est quoi une intelligence artificielle et un algorithme? Comment tout ça, ça travaille ensemble? C'est quoi ces deux trucs? Le machine learning, c'est on va apprendre à un ordinateur à faire quelque chose et très souvent à reconnaître quelque chose. Donc toi, par exemple, admettons que tu sois un enfant, je te dis, tiens, ça c'est une montre. Je vais en trouver une autre, je vais te montrer celle que tu as trouvée, je dis, ça c'est aussi une montre. Le machine learning, en fait, c'est qu'on va montrer à un ordinateur des millions et des milliards de photos de montres et on va dire, ça c'est une montre. L'ordinateur par lui-même va reconnaître les particularités qui font que quelque chose est une montre. Comment ça se passe concrètement? Je poste une photo sur Insta, elle est englouti dans quoi? Qu'est-ce qui fait que toi, tu vas pouvoir te dire tiens, cette photo, je peux la montrer à des enfants. Tiens, cette photo, je peux pas la montrer. C'est un peu comme si tu étais dans une usine. Tu sais, les photos, moi j'ai une image d'usine où tu as des pièces qui sont sur un espèce de tapis roulant. Ton truc de conduite va passer au travers de ce qu'on appelle des modèles d'intelligence artificielle qui vont essayer de détecter est-ce que cette image ou est-ce que cette vidéo est violente. C'est une probabilité. Donc on est à 95% sûr que c'est de la violence. Tu as plein de modèles comme ça où on va essayer de comprendre ce qu'est la vidéo. Et après, quand les personnes consomment le contenu, s'il y a un adolescent qui ouvre Instagram, on va prendre le contenu qu'il est censé voir, de ses amis, des recommandations aussi. Et en fait, on va cacher les contenus que nous, on va juger un problème pour lui. S'il y a une image qu'on a détectée comme étant de la nudité ou de la violence, hop, on va l'enlever. Tu as eu un truc là récemment, je ne sais pas si je suis le seul à être tombé sur ces trucs-là, des femmes qui allaitent et qui sont pris pour des contenus porno. Alors ça, c'est extrêmement compliqué. Tu as des exemples qui sont un peu plus touchy que d'autres. Mais l'idée, c'est qu'encore une fois, on a des guidelines de ce qu'il faut poster, ce qu'il ne faut pas poster. Des photos d'allaitement, de mémoire, c'est autorisé dans les conditions. Les modèles et les algorithmes, on essaye de les raffiner le plus possible pour que ça veut dire soit... qui est-ce qui les raffine? Pardon de te couper, mais du coup, tu dis, vous les raffinez, c'est un humain? C'est genre toi qui va être sur un dashboard et qui dit oui, non, oui, non? Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a des humains qui font en sorte que l'ordinateur continue à apprendre. Et en fait, de manière générale, on va checker ce qu'on appelle la précision de ton modèle. On va tester pour voir à quel niveau de précision c'est. Et c'est des humains qui peuvent regarder ça, des machines aussi. Et c'est vrai quand on dit qu'un jour, ça deviendra plus puissant que l'humain et tout, parce qu'en fait, la machine travaille tellement elle-même avec la machine que plus tu lui donnes de données, plus elle pourra en savoir peut-être plus que nous. Le numéro 1 de l'intelligence artificielle Meta, c'est un Français, il s'appelle Yann Lequin. Très récemment, en fait, il fait des interviews où il explique qu'on est quand même assez loin de ce que tu nous expliques sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, de quelque chose, d'une machine qui soit aussi intelligente qu'un humain. Elle est plus bête qu'un enfant de 5 ans. Moi, ma fille qui a 2 ans et demi, elle sait mettre la table. Apprendre à un robot à débarrasser la table, c'est quoi une table? Quand est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait après manger? Est-ce qu'on le fait après? Donc en fait, non, mais tu vois ce que je veux dire? Ce sur quoi les boîtes travaillent en ce moment, c'est un peu le next step qui est d'avoir un objectif et raisonner. Alors qu'en ce moment, c'est plus les tâches qu'on donne au machine learning. On dit que c'est très narrow, c'est très étroit. C'est
reconnaître un objet, reconnaître un sujet, un topic, etc. En fait, dès que tu demandes quelque chose de plus général, ça devient plus compliqué. À quel moment elle rentre en jeu, l'IA? Mais l'IA, ça existe depuis les années, je vais dire une bêtise, 70, 80. En fait, ça existe depuis très longtemps. À l'époque, ça s'appelait un automatron, si je me souviens bien. Les mécanismes étaient très similaires. C'est vraiment, tu as des signaux en entrée. Voilà, j'ai plein d'informations. Et j'ai une décision à prendre en sortie. Et en fait, ce qu'il y a au milieu, c'est ça qui a évolué. Les techniques sont changées, ça s'est raffiné. Le hardware, justement, permet d'aller vachement plus vite sur des tâches qui prenaient beaucoup de temps avant. En France, il y en a beaucoup qui ont peur de l'IA en se disant que ça va remplacer leur métier, qu'ils n'auront plus de métier et autres. C'est quoi le mood ici aux US? T'entends la même chose. Moi, en tant que technologiste, je l'ai entendu sur plein de choses. Les robots étaient censés remplacer les humains sur certaines choses. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, il faut s'adapter. Tu as certains métiers qui vont changer un petit peu, mais moi, la manière dont je le vois, c'est que ça permet aux humains d'être meilleurs. Je ne pense pas que ça nous remplacera à 100%. Il y a énormément de cas de gens qui ont utilisé ChatGPT pour faire quelque chose. ChatGPT a halluciné, donc je ne sais pas si c'est le même mot en français, mais quand ChatGPT te dit de manière très confidente quelque chose qui n'est pas vrai du tout. Tu as un avocat, par exemple, qui a utilisé ChatGPT pour écrire une défense ou je ne sais pas quoi. ChatGPT a inventé des cas dans le passé qui n'existaient pas. L'avocat a fait ça, c'était complètement faux. Je ne sais pas si c'est fait virer ou il y a quelque chose. Moi, je le vois en complémentarité de l'humain. Moi, mon job, il est simplifié parfois par l'intelligence artificielle. Ça peut remplacer certaines tâches, mais ça va ouvrir d'autres portes. Donc en fait, moi, j'en ai pas vraiment peur. Tu me parlais du salaire moyen tout à l'heure, on avait parlé de 200-300 000 $. Tu as mis tous les warnings aussi autour de la vie ici à New York, de ce qui n'est pas compris, la retraite. Tu n'as pas de retraite aussi ici. Toi, un job comme le tien avec ton expérience, tu as des objectifs un peu comme un entrepreneur, même si tu es employé, ou tu sais combien tu as fait l'année dernière, tu sais combien tu peux faire cette année, et ça peut s'élever à combien au final avec tous les bonus et tout ce dont on parle? J'ai des objectifs que la boîte me donne, mais je n'ai pas d'objectifs financiers moi-même. Ouais, du coup, quand tu négocies ton salaire et que tu rejoins la boîte, on te donne un certain nombre d'actions Meta qui est déterminé quand tu rejoins la boîte. Et en fait, tous les 3 mois, on t'en donne un petit peu. Pour te pousser aussi à rester dans la boîte. Exactement. Sinon, tu pourrais te barrer au bout de 3 mois avec toutes les actions qu'on te donne. Exactement. Okay. Quand les gens font du bon travail et que la boîte se porte bien, le prix de l'action monte. Donc, ça pousse les gens à faire du bon travail. Là, en ce moment, l'action Facebook, je crois qu'elle est au plus haut qu'elle a jamais été. Donc, tu peux taper dans plus d'1 million par an. C'est ouf parce qu'en fait, c'est beaucoup plus gros que le salaire en fait. Ça dépend des boîtes. Et encore une fois, mais c'est génial. Je trouve ça incroyable d'être employé et de te dire que tu peux faire 1 million par an. Enfin, moi, je dis GG, quoi. C'est incroyable. La plupart des boîtes aux États-Unis font comme ça. Même les startups fonctionnent de la même manière. On te donne un certain nombre d'actions. La seule différence, c'est que la boîte n'est pas publique, donc tu ne peux pas vendre ton action. Et le jour où elle devient publique ou si quelqu'un achète la boîte, pareil, les actions que tu as accumulées, tu peux les revendre et te faire généralement beaucoup plus que ton salaire te passe. Et bon, je sais qu'aux US, c'est commun, mais toi aussi, tu n'as pas forcément qu'un seul taf. Tu me disais que tu coachais. Ouais, moi, je coach soit des jeunes ingénieurs, soit des jeunes managers sur leurs problèmes de tous les jours pour les aider à... Juste pour les aider un petit peu. Puis tu m'as dit que peut-être un jour tu reviendras en France, donc peut-être qu'on se reverra dans une autre boîte un jour en France. Peut-être, j'espère. Carrément. La France me manque un petit peu. Et j'ai encore un drapeau français sur mon t-shirt. Yann, merci infiniment pour ton temps. Avec plaisir. Pour tout ce que tu as pu me partager. J'espère que ça vous a autant plu que le plaisir que j'ai pu prendre. Je te dis à très bientôt. Ça marche. Bonne fin de séjour à New York. Merci. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao. C'est adorable. I got floaters in my eyeball, coasters by the shot glass, smoking let my mind fall, plenty roaches, no ass, stepping on the critters, jitters, going through my spine, should be used to.